Bonjour à tous, bienvenue au 4e webinaire organisé par l'Asso Access. Donc, comme vous le verrez, aujourd'hui, le webinaire porte sur les aspects juridiques d'une transmission d'entreprise et nous allons surtout insister sur les pièges qu'il faut éviter au niveau juridique. On peut passer au slide suivant. Donc voilà, le webinaire est organisé par l'Asso Access en partenariat, comme vous l'avez vu sur le premier slide, avec l'UCM et avec le cabinet Priou, Culot et Partners. Donc l'Asso Access, moi je suis Stéphanie Ancar, conseillère en transmission à l'Asso Access. Un petit rappel rapidement des missions de l'Asso Access. Donc c'est vraiment sensibiliser tous les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs aux enjeux d'une cession ou d'une reprise d'entreprise. Nous avons aussi pour mission de mettre en relation des repreneurs potentiels avec des personnes qui souhaitent remettre leur entreprise ou leur activité. Et enfin, nous reposons sur un réseau de partenaires privés, de conseillers spécialisés en transmission, vers qui nous redirigeons pour toutes les questions techniques. Ici, nous avons démarré le cycle de webinaire donc début d'année avec notamment le confinement et nous le continuons. Si vous souhaitez revoir les précédentes thématiques, vous pouvez vous rendre sur la chaîne YouTube de l'Asso Access. Et donc aujourd'hui, vous l'avez compris, le webinaire du jour, ça concerne les aspects juridiques. Les orateurs donc, du jour que vous voyez à l'écran sont Arnaud Daxelet, qui est conseiller en local via l'UCM sur toutes les questions de transmission d'entreprise. Il s'occupe principalement des provinces du Hainaut et du Brabant wallon. Et nous avons également le plaisir d'accueillir donc deux avocats spécialisés, Maître Arnaud Houet et Maître Olivier Maréchal, tous deux associés au cabinet Priou, Culot et Partners. Voilà, sans plus tarder, je laisse la parole aux spécialistes. Donc, je passe la parole à Arnaud qui va vous donner quelques informations, donc Arnaud Daxelet, quelques informations pratiques. Et puis, ce seront les avocats qui rentreront dans le vif du sujet. Merci Stéphanie et bonjour à tous. Je me présente, donc je suis Arnaud Daxelet et comme Stéphanie l'a dit, je suis conseiller en transmission d'entreprise à un niveau local et de manière généraliste. Il faut savoir qu'il existe une personne par province donc, qui exerce cette fonction. Nous intervenons gratuitement et en toute confidentialité, évidemment. Notre rôle consiste à vous accompagner dans vos démarches et vos réflexions liées donc, à la transmission de vos activités. Alors, notre rôle, il faut savoir aussi, comme Stéphanie le disait, donc nous intervenons à un niveau local et nous sommes des généralistes, mais nous nous appuyons sur un réseau d'experts agréés par l'Asso Access. Et donc, notre rôle consiste, en fonction des discussions qu'on a avec vous et du diagnostic qu'on aura posé, eh bien, de vous rediriger vers des experts plus pointus dans certains domaines d'activité. Je pense notamment, donc, comme aujourd'hui, à des avocats, à des réviseurs d'entreprise, à des consultants financiers, à des experts comptables ou à des cabinets de cession-acquisition. Et donc, nous vous redirigeons vers eux en fonction de vos besoins et bien sûr, si nécessaire. Aujourd'hui, nous allons donc aborder le thème des aspects juridiques liés à une transmission d'entreprise. Et d'un point de vue technique, si pendant la présentation, vous avez des questions, je vais vous demander de les poser via l'onglet Q&R qui se trouve normalement en bas de votre écran. Ça nous permettra, eh bien, en cours de présentation, ça me permettra en tout cas de remonter l'information aux orateurs et d'y répondre en temps réel. Alors, on n'aura peut-être pas l'opportunité de répondre à toutes les questions, mais on prévoira peut-être une session de questions-réponses à la fin de la session, donc en fonction du temps qui se sera écoulé pendant la présentation. Voilà. Sans plus attendre, je vais passer la parole à nos experts du jour, donc Arnaud Houet et Olivier Maréchal. Et si je me souviens bien, c'est Olivier qui va commencer. Je te laisse donc la parole, Olivier. C'est l'inverse, mais ce n'est pas grave. Ce sera Arnaud qui va commencer. C'est Arnaud qui commence. Il y a pas de souci. Je te laisse la parole, Arnaud. Parfait, merci beaucoup Arnaud, merci Stéphanie pour la présentation et merci pour l'opportunité donnée de présenter aujourd'hui les aspects juridiques de cette transmission d'entreprise. Alors vous voyez, le premier slide, c'est le plan de notre webinaire. Nous commencerons par une petite introduction où nous allons relever 2 points essentiels
Et puis, nous nous focaliserons sur les conventions de cession d'action, puisque le temps imparti ne nous permet pas de nous focaliser sur l'ensemble des mécanismes de cession, de transmission, et notamment la transmission d'actifs ou du fonds de commerce. Nous avons décidé de nous focaliser que sur la cession d'actions aujourd'hui, tout en sachant que certains points que nous relèverons aujourd'hui, notamment les pièges, notamment des points d'intention, pourront s'appliquer aux cessions d'actifs, moyennant parfois certaines réserves ou certaines différences. Alors, nous articulerons aujourd'hui notre exposé en 3 points qui correspondent aux 3 phases principales d'un processus de transmission d'entreprise, qui sont les suivantes. La première phase, c'est la phase pré-contractuelle. La deuxième phase, c'est la phase d'audit. Et la troisième phase, c'est la phase de négociation contractuelle, donc de la convention de cession d'actions en tant que telle. Et nous exposerons à chaque phase quelques points d'attention qui devront juridiquement être pris en considération soit par le vendeur, soit par l'acquéreur, et qui pourront être bénéfiques dans le cadre de ce processus de transmission d'entreprise, ou en tout cas qui pourront vous donner certains réflexes lorsque vous céderez votre entreprise ou lorsque vous souhaiteriez acquérir une entreprise. Donc, tout d'abord, en guise d'introduction, je souhaiterais développer quels sont d'abord les mécanismes juridiques de transmission d'une entreprise. Alors, il y en a deux mécanismes qui sont les plus, on va dire, les plus utilisés, qui sont d'une part la convention de cession d'actions, en anglais share deal, où là, on attaque l'opération du patrimoine privé. L'actionnaire, c'est l'actionnaire qui va céder ses actions qu'il détient dans une société. Et donc, en principe, dans le cas de ce mécanisme, ça n'a aucun impact sur la société. Les contrats sont maintenus. Il n'y a aucun impact, si ce n'est peut-être un impact par la suite, lorsqu'il y a un changement de contrôle d'un actionnaire, un impact sur la culture de l'entreprise. Il n'y aura pas d'impact en tant que tel sur les actifs et les passifs qui appartiennent à la société. Le deuxième mécanisme fort utilisé aussi, c'est une convention de cession d'actifs. Là, on appelle ça asset deal en anglais. Et la convention de cession d'actifs la plus courante, c'est la cession d'un fonds de commerce. Et dans ce cas-là, c'est la société qui va vendre son actif et ce n'est pas l'actionnaire en tant que tel. Donc, c'est la société qui se sépare d'un actif qui le vend. Et dans ce cas-là, la différence par rapport à la cession d'actions, c'est que c'est le transfert, enfin, c'est qu'il peut y avoir ici un impact sur l'actif. Donc, la société va se séparer d'un de ses actifs, à l'exclusion évidemment du passif qui va rester dans la société, on va dire, cible. Et il pourrait y avoir un impact sur les contrats en cours et des difficultés, par exemple, dans le cadre de la cession, du transfert des contrats de travail, qui doivent se faire parfois conformément à des conventions collectives de travail. Donc, dans le cadre d'une convention de cession d'actifs ou cession de fonds de commerce, il peut y avoir plus de difficultés pratiques, on va dire, pour céder ce genre d'actifs. Il y a aussi d'autres mécanismes qui existent, mais je n'entrerai pas ici dans ces mécanismes en tant que tels. Il y a des mécanismes de fusion, de scission ou d'opération assimilée qui permettent aussi de transférer une partie de l'activité de la société ou toute l'activité vers une autre société. Aussi des mécanismes d'apport d'universalité ou de branche d'activité, ou encore une fois, des opérations plus d'acquisition pour les sociétés cotées. Mais ça, aujourd'hui, franchement, si on doit rentrer dans cela, on en aurait pour 3-4 heures. Donc, on va essayer de se focaliser sur la cession d'actions, qui nous semble être une des cessions les plus utilisées, en tout cas lorsqu'on veut céder ou acquérir une entreprise en Belgique. Deuxième point de mon introduction, c'est un premier point d'attention en fait, que je souhaiterais mettre en avant et qui s'adresse plus particulièrement en fait, aux vendeurs d'actions. Le conseil donné, c'est que on vous conseille de vérifier vos statuts et les éventuelles conventions d'actionnaires et même le registre des actions pour examiner si vos actions, vos titres sont librement cessibles, oui ou non. C'est important, avant de vouloir céder une entreprise via une cession d'actions, de voir si vous pouvez les céder oui ou non, ou bien s'il y a des restrictions par rapport à cette cessibilité. Alors, vous verrez sur ce slide, on a pris deux exemples, l'exemple de la SARL et de la SA, qui sont les formes de société les plus utilisées en Belgique. Dans le cadre de la société à responsabilité limitée, il y a par principe, c'est ce que le Code de société d'association nous apprend, par principe, un agrément, donc il faut l'accord de la moitié des actionnaires qui possèdent ensemble 3/4 des actions, sous déduction des actions cédées, pour pouvoir céder librement
les actions à un tiers externe à la société. Il y a 2 exceptions à ce principe. La première exception, c'est lorsqu'on cède ces actions à un actionnaire de la société, la cessibilité est libre, ou lorsqu'on cède à un conjoint ou à un cohabitant légal du cédant, ou encore à des ascendants ou des descendants du cédant en ligne directe. Il n'y a pas de restriction, la cessibilité est libre dans les SRL. Et la deuxième exception, c'est effectivement si les statuts, statutairement, eh ben, on peut prévoir aussi que les actions sont libres désormais dans une SARL. Et donc, ce sont les 2 exceptions à cette restriction à la cessibilité. Dans la SA, le principe, c'est que les actions sont librement cessibles. C'est le principe, ça a toujours été. Mais il peut y avoir des exceptions aussi où les statuts vont restreindre la cessibilité, ou bien un pacte d'actionnaires peut aussi les restreindre. Et dans ce pacte d'actionnaires ou dans ces statuts, il peut y avoir des clauses d'inaliénabilité, ce qui permet à l'actionnariat de rester stable, on va dire, et qui donne l'impossibilité en fait à l'actionnaire de céder ses actions durant un temps déterminé. Et ces clauses d'inaliénabilité doivent être justifiées dans l'intérêt légitime, et notamment quant à la durée, elles ne peuvent pas être à durée indéterminée en tout état de cause. Et il peut y avoir aussi des clauses d'agrément ou des droits de préemption qui vont limiter, restreindre la cessibilité de vos titres. Et ces droits de préemption, ces clauses d'agrément ne peuvent se prolonger, ne peuvent avoir qu'une durée limitée de 6 mois, et pour ne pas bloquer en fait l'actionnariat de la société d'une société anonyme. Donc ça, c'est les 2 points d'attention en guise d'introduction. Donc les 2 mécanismes en tout cas utilisés dans le cas de la transmission d'entreprise et dans le cas d'une cession d'action, cette cessibilité qui peut être restreinte ou limitée, soit statutairement, soit légalement, on parle que de société. Et donc à vérifier effectivement, lorsque vous cédez vos actions, de bien vérifier si vos titres sont bien cessibles. Donc ça, c'est un premier point d'attention. J'en arrive maintenant au vif du sujet, à la première phase, la phase précontractuelle. Et dans la pratique, lorsqu'un candidat acquéreur en fait, souhaite acquérir une société, souhaite acquérir les actions ou l'intégralité des actions de société, il adresse un premier document, une offre d'achat aux vendeurs, qui sont notamment en principe les actionnaires de la société. Donc, ça peut être un document qui peut être envoyé par écrit, qui est envoyé évidemment par écrit et qui est envoyé par email ou bien par courrier recommandé ou bien par toute voie postale. Et il s'agit de cette fameuse lettre d'intention qui, comme mon slide l'indique, est un document qui sert à définir le cadre de la transmission d'entreprise et à préciser les conditions et les modalités de la relation précontractuelle entre les parties. Alors, cette lettre d'intention, elle peut avoir différents noms. On l'appelle souvent lettre d'intention et ça peut s'appeler offre d'achat, protocole d'accord, MOU, donc Memorandum of Understanding, ou bien même term sheet. Elle a différents noms, mais c'est véritablement le premier document que le vendeur va recevoir d'un candidat acquéreur qui souhaite racheter les actions d'une société ou bien les actifs, si on parle d'une session d'actifs. La lettre d'intention, elle a un contenu qui peut être assez variable. On verra un exemple par la suite d'une lettre d'intention. Elle peut soit courte, très courte, ça peut être un simple email avec en 5 lignes. Dans la pratique, on voit toutes sortes de lettres d'intention. On voit même des lettres d'intention écrites sur un bout de papier à la main. Ou bien elle peut parfois être très détaillée et même elle peut parfois être négociée entre le cédant et le cessionnaire et contenir presque tous les éléments d'un contrat de cession provisoire. Et j'attire votre attention évidemment sur l'examen de ces lettres d'intention, notamment pour le vendeur et l'importance de la rédaction aussi pour l'acquéreur. Car en droit belge, il ne faut pas oublier que selon l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite lorsqu'il y a un accord entre parties sur la chose, donc ici les actions rachetées et le prix. Et donc on verra par la suite par un exemple qu'il pourrait y avoir, lorsqu'un acquéreur communique une lettre d'intention à un vendeur, il pourrait y avoir clairement un accord sur la chose et le prix si le vendeur marque son accord par retour d'email ou bien simplement en marquant son accord sur la lettre. Il pourrait y avoir une vente parfaite entre parties si la lettre d'intention soit est mal libellée, soit ne contient aucune réserve quant au prix de cession, quant notamment ou d'autres éléments qui doivent s'y retrouver. J'ai une question pour pousser un petit peu ton raisonnement à l'extrême. Donc, tu parlais tout à l'heure d'un bout de papier sur lequel parfois on peut faire une proposition, ça peut arriver dans la vie d'un entrepreneur, donc de recevoir une proposition sur un bout de papier en quelques lignes.
Donc, si le vendeur potentiellement donc, signe ce bout de papier, ça peut le lier à cette proposition. Donc, il sera obligé potentiellement derrière d'honorer ce qui est écrit sur ce bout de papier. C'est ça. En fait, le vendeur pourra demander l'exécution forcée en tout cas de l'acheteur, pardon, pourra effectivement dire voilà, oui, vous m'avez vendu les actions de la société, et d'ailleurs il y a un accord sur le prix et la chose, et effectivement, donc ça peut être problématique. Et c'est notamment dans ces cas-là qu'on voit parfois des litiges subvenir, c'est lorsque l'intention est courte, ne contient pas de réserve. Et oui, dans ce cas-là, lorsqu'il n'y a pas grand-chose, on va dire simplement un prix, l'objet de la cession, et que c'est bien identifié, oui, il y a vente, effectivement. D'accord, donc que ce soit sur un petit bout de papier, sur un email, ou peu importe la forme. Peu importe on va dire, la manière dont c'est envoyé, le support, voilà, ça peut être un bout de papier, ça peut être au restaurant sur un bout de nappe. Voilà, sur un bout de nappe, voilà, franchement, on a tout vu. D'accord. De bien rédiger attentivement cette lettre d'intention en utilisant à la fois des réserves, peut-être en utilisant le conditionnel, et aussi en prévoyant qu'effectivement, c'est sous réserve d'analyse plus exhaustive et en prévoyant déjà certaines conditions à remplir pour qu'éventuellement il y ait vente plus tard et ou conclusion d'une convention. Et donc de préciser que, quoi qu'il arrive, pour ne pas être lié, il faudra qu'il y ait une convention ultérieure bien en bonne et due forme qui soit signée. D'accord, donc ce qu'on peut souligner comme conseil pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est surtout donc quand ils reçoivent une proposition qui ressemble, donc, enfin peu importe la forme, ne pas la signer tout de suite et justement l'analyser avec des professionnels pour pouvoir y mettre les bonnes conditions qui vont les protéger par la suite. Absolument, ça c'est le conseil à donner. Voilà, bon, après, ce document peut être transmis à leur conseil financier ou juridique, voilà, mais effectivement, je crois qu'il faut un regard, il ne faut pas signer tout de suite quelque chose. Il faut vraiment avoir un regard vraiment externe. Je pense que c'est un conseil à donner. On voit trop d'offres qui sont signées comme ça, et puis après, bon, les parties s'en mordent les doigts, que ce soit le cessionnaire ou le cédant, donc ça c'est effectivement important à souligner. Premier conseil à souligner. Ok, très bien, merci. Alors pour continuer, les mentions, une lettre d'intention, on va dire, qui serait dans l'idéal formulée, elle contiendrait des mentions, certaines mentions, dont notamment le pourcentage des titres visés par l'opération. Donc, généralement, l'acheteur va acheter l'intégralité des titres, mais bon, ça doit être bien mis dans cette lettre d'intention, dans cette offre d'achat. Le montant du prix offert, ou si ce prix ne peut pas encore être estimé, une fourchette de prix, ou bien tout simplement dire que le prix sera formulé ultérieurement en fonction d'un audit, c'est tout à fait possible. Généralement, on met aussi des conditions suspensives, notamment une condition suspensive, elle n'est pas mise dans les slides, mais elle va de soi, si l'acheteur n'a pas le financement pour acquérir les actions d'une société, il met une condition suspensive d'obtention d'un financement, ça va de soi. Une des conditions suspensives, ça peut être aussi l'opération d'audit, ou bien aussi, ce qu'on voit en pratique, c'est obtenir l'autorisation d'une autorité quelconque, ou bien l'autorisation d'un contractant externe. Et je vise aussi ici dans le cadre de l'acquisition d'une société qui serait sous franchise. Généralement, on doit obtenir l'autorisation du franchiseur. Et donc, on ne peut pas racheter. Voilà, il faut effectivement que l'acquéreur, si on va plus loin, il soit préalablement agréé, par exemple, par le franchiseur pour pouvoir acheter les actions d'une société qui serait franchisée. Donc, ce sont des conditions suspensives éventuelles à mettre dans cette lettre d'intention. Il y a aussi 3 clauses importantes qui sont les clauses d'audit, de confidentialité et d'exclusivité. Et ça, j'y reviendrai dans quelques secondes, ces clauses-là. Et alors, il y a aussi une des clauses aussi, qui est assez importante, mais qui n'est pas souvent inscrite dans la lettre d'intention, c'est le caractère liant ou non, contraignant ou engageant de la lettre d'intention. Le cessionnaire, l'acheteur, lui qui ne veut pas, entre guillemets, se mouiller, qui n'est pas encore sûr de son coût, va mettre dans la lettre d'intention une clause comme quoi l'offre n'est pas contraignante et qu'elle n'est pas liante et qu'elle ne vaut évidemment pas vente entre parties. Donc, il va expressément le stipuler, le préciser dans la lettre d'intention. Ou bien, il va mettre clairement que cette offre est liante. S'il est sûr de son coût, s'il a le financement derrière et qu'il est certain que la société qui veut acheter cette société-là, parce qu'il a déjà eu vent, qu'elle était financièrement solvable, qu'elle
elle avait un potentiel énorme, il peut être très valide, elle est liante, et donc si on signe en dessous la lettre d'intention, eh ben, ce sera vente. On indique aussi dans la lettre d'intention une clause qui régit la période durant laquelle l'offre est valable, donc ça peut être 6 mois, 3 mois, 2 mois, 1 mois, donc ça dépend effectivement du cas d'espèce. Et on indique aussi parfois le calendrier de négociation au terme duquel les parties pourront se revoir pour voir où ils en sont dans la négociation. Donc, que ce soit pour la signature de la convention de cession en tant que telle, la durée de l'audit, j'y reviendrai, ou bien le closing en tant que tel de la cession. Donc, on indique clairement le calendrier de négociation dans cette lettre d'intention. Ça, c'est les clauses qui doivent se trouver de manière importante. Alors, les 3 clauses encore plus importantes qu'on retrouve généralement et que nous, on estime important, qui doit se retrouver dans une lettre d'intention, c'est premièrement la clause relative aux opérations d'audit, ou due diligence en anglais. Généralement, cette clause va prévoir quoi? La clause d'audit va prévoir donc la mise en œuvre de l'audit, donc la durée de l'audit. L'acquéreur va peut-être prévoir que l'audit durera 1 mois, et aussi va prévoir aussi l'objet de cet audit. Généralement, l'objet de l'audit est assez large. Ça peut être l'audit va porter sur les aspects fiscaux, comptables, financiers, juridiques, environnementaux, sociaux. Et parfois, on voit des lettres d'intention où l'acquéreur va simplement faire un audit comptable et financier et c'est fini. Voilà. Et il ne va pas forcément vouloir aller faire un audit complet juridiquement parce que peut-être il n'a pas le financement, il n'a pas le financement derrière pour pouvoir payer les avocats pour faire un audit complet de la société, et donc va se focaliser simplement sur l'audit juridique, financier et comptable. Cette clause va prévoir aussi généralement que l'audit se fera sous l'assistance et le contrôle de conseil juridique, de comptable financier. Parfois, elle nomme même le financier qui va auditer, ou bien la société, la fiduciaire qui va auditer les aspects fiscaux, juridiques, ou bien comptables et financiers de la société cible. Et parfois, cette clause indique aussi les modalités de révision ou d'adaptation du prix offert ou du prix offert dans l'offre d'achat en fonction des résultats de la due diligence. On voit clairement parfois dans ces clauses que le prix offert pourrait diminuer ou bien en fonction du résultat d'une audit, selon des critères de fonds propres, selon les critères de diminution d'actifs ou d'augmentation de passifs. Mais ça, encore, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est assez technique. Donc, cette clause peut prévoir ça aussi, que moyennant le résultat de l'audit, le prix de cession offert dans la lettre d'intention pourrait être révisé. J'ai une petite question, Arnaud, oui. qui vient de tomber donc, dans la box. Qui paye les frais de l'audit? Alors, généralement, les frais d'audit sont payés par l'acquéreur. Généralement. En principe général. Alors après, tout peut être envisageable. Si la lettre d'intention a été négociée préalablement et si on a ce caractère un peu de convention provisoire entre parties, on va dire que la lettre d'intention, on pourrait prévoir que l'audit soit payé par le vendeur, mais c'est généralement pas le cas. C'est souvent l'acquéreur qui fait son audit et qui mandate ses conseillers juridiques, comptables et financiers. On pourrait prévoir que le coût serait supporté aussi par le vendeur. Mais de manière générale, c'est… De manière générale, oui. Okay. Ou bien même par la société cible, hein, mais généralement, c'est l'acquéreur. Voilà. Okay. D'où l'importance peut-être de prévoir aussi peut-être éventuellement cet élément, si on a une incertitude sur ce point, de le prévoir dans la lettre d'intention pour bien cadrer le débat et éviter toute discussion ultérieure sur la répartition des frais et la surprise de recevoir une facture au terme de l'opération d'audit. Pour info, Olivier, pour les personnes qui nous écoutent, c'est Olivier Maréchal qui parle. On ne voit pas ta caméra, Olivier, parce qu'en fait, vu que ton micro est désactivé, il faudra, quand tu interviendras, activer ton micro et Arnaud couper le tien. Comme ça, la caméra basculera sur Olivier. Okay. La deuxième clause, c'est la clause de confidentialité. Donc, en anglais, c'est Non-Disclosure Agreement, c'est le NDA, le fameux NDA de plus en plus connu dans le domaine des affaires et qui vise à l'information communiquée, que le vendeur communiquerait à l'acquéreur, mais aussi l'existence de la négociation en tant que telle précontractuelle. Et cette clause, en fait, elle porte ces deux aspects. C'est l'information que le vendeur communiquerait dans le cadre des négociations. Ça peut être des contrats, ça peut être la comptabilité ou plein d'autres choses. Et l'existence, le fait qu'il existe une négociation entre parties.
Et donc, il est important de définir précisément ce qu'on entend dans cette clause de confidentialité par information confidentielle et la durée de cette obligation. Est-ce que cette obligation va durer jusqu'à la fin de la négociation ou bien est-ce qu'elle va le durer 2 ans, 1 an, 6 mois après la fin de la négociation? Tout ça peut être libellé dans cette clause-là. Et le cédant et l'acquéreur potentiel vont prendre les engagements suivants en termes de cette clause. Ils vont se dire que les informations transmises ne peuvent pas être communiquées à des tiers, ça c'est une chose. Hein. Ils vont aussi se dire et s'engager à ce que les informations transmises ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que la négociation entre parties. Et ils vont aussi éclaircir et définir le sort des informations transmises à l'issue des négociations entre parties. Donc tout ce qui est restitution des informations, destruction, et aussi la sanction pénale en cas de violation de ces clauses de confidentialité entre parties. Alors là, on parle de clauses, mais lorsqu'on vend une société importante, on va dire, où le prix de cession peut être important, ou si la société a un secret d'affaires ou un know-how très spécifique, ça peut être une société pharmaceutique qui peut avoir des brevets, qui peut avoir des marques, voilà. Ce qu'on fait généralement dans la pratique, c'est que lorsque le vendeur reçoit une lettre d'intention, le vendeur lui communique immédiatement une vraie convention de confidentialité et pas une simple clause qui va être reprise dans cette lettre d'intention. Il va communiquer au vendeur directement une convention de confidentialité en bonne et due forme qui fera 4-5 pages, mais qui reprendra en fait l'ensemble des informations confidentielles qu'il communiquera et qui liera l'acheteur durant toutes les négociations et même après les négociations s'il y a rupture des négociations pour après. Et dans quel cas, Arnaud, comment est-ce qu'on détermine s'il est nécessaire ou pas d'aller si loin dans la confidentialité? Est-ce que tu as des exemples de cas où vraiment on peut voir l'intérêt ou pas de… Ce qui se passe, effectivement, on parle, quand la société en tant que telle a un secret d'affaires tellement important où elle est active dans un domaine très particulier, exemple le domaine pharmaceutique, ou bien ça peut être d'autres domaines aussi de la technologie où les informations ne peuvent pas passer entre des mains de concurrents ou bien d'autres personnes. Dans ce cas-là, franchement, il est vivement conseillé de conclure une convention de confidentialité en bonne et due forme qui reprendrait tous les aspects, effectivement, dans ce cas-là. Même si moi, je conseille, même peu importe le montant de la cession, que le vendeur en tant que tel transmette en tout état de cause une convention de confidentialité et au moins il sera certain que… Il n'y a de toute façon rien de mal fait, quoi qu'il arrive. Non, il vaut mieux qu'il peut le plus. Voilà, moi je pense qu'il faut, pour tout sécuriser, je pense qu'il vaut mieux envoyer une convention de confidentialité ça ne mange pas de pain de le faire, ou demander à un avocat conseil de le faire, ou voilà, je pense. Mais c'est parfois plus adapté pour la cession de grosses sociétés avec un know-how très, très spécifique où le secret des affaires ne peut pas être divulgué à des tiers. Dans ce cas-là, c'est indispensable. Pour moi, c'est indispensable, oui, absolument. Ouais. Avec des clauses pénales en cas de violation de la convention de confidentialité en tant que telle. Ouais. OK. Alors, la troisième clause importante, c'est la clause d'exclusivité. Qui généralement est mise et qui est imposée généralement par l'acheteur ou le candidat acheteur d'action, des actions de la société cible. Ça signifie tout simplement que l'acheteur, unilatéralement, ne veut pas que le vendeur entre en négociation avec des tiers, avec d'autres personnes. Et donc, c'est une clause au terme de laquelle le vendeur va s'interdire effectivement de négocier durant un certain délai, une durée de temps, qui peut la durée des négociations, ça peut être 3 mois, 6 mois, ça c'est encore en fonction de la durée de la lettre d'intention, mais il s'interdit effectivement d'aller voir ailleurs et de négocier avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est dans l'intérêt effectivement de l'acheteur, mais le vendeur, lui, il a tout intérêt aussi à négocier cette clause en disant non, moi je veux pas de clause d'exclusivité et j'aimerais bien être libre et pouvoir aller faire mon marché ailleurs parallèlement pour voir celui qui va m'offrir le meilleur prix pour ma société. Et si, ça, si rien n'est spécifié, oui. Alors si rien n'est spécifié, si cette clause n'est pas mentionnée, il n'y a pas d'exclusivité. OK. Donc, il n'y a pas d'exclusivité. Et donc, voilà, par défaut, il n'y a pas d'exclusivité. Et donc, le vendeur peut aller faire son marché ailleurs et peut recueillir les offres et vendre sa société au plus offrant, on va dire. Voilà. Je vais dire comme ça. Très bien. On passe maintenant à la deuxième phase, la phase d'audit. Et je laisse la parole maintenant à mon collègue Olivier Maréchal qui va vous expliquer. Ah non, il y a encore…
pardon, excusez-moi, j'avais oublié ce slide important. On parlait tantôt avec Arnaud de la lettre d'intention qu'on peut signer sur un bout de papier, voilà, et qui pourrait faire l'objet d'une vente en cas d'accord sur le prix et sur la chose. Et là, vous voyez, on vous a mis une lettre d'intention liante, contraignante, que nous avons anonymisée, mais que nous avons reçue dans un dossier. Et on était du côté, évidemment, du vendeur. Et en lisant, on voit clairement qu'il n'y a aucune réserve qui sont émises par l'acquéreur. Vous voyez qu'il y a un prix qui est fixe, qui est de 150 000 €. On identifie la société cible, qui est la SARL XYZ et son siège social. On identifie l'intention d'acquérir, l'intégralité des actions que l'actionnaire détient dans le capital de la SARL XY. Et il y a aussi un délai de validité, une durée de validité de l'offre au 20 mars 2021. Et il suffirait pour le vendeur, notre client, de mettre un accord en dessus avec une signature avec la date pour qu'il y ait vente dans ce cas-là. Et c'est tout l'importance de la rédaction, en tout cas quand on est du côté de l'acquéreur, de ne pas envoyer n'importe quoi au vendeur, à tout le moins mettre des réserves. On aurait pu mettre ici, pour que la lettre d'intention ne soit pas liante, on aurait pu mettre ici tout simplement que pour un montant total de 150 000 €, sous la condition, par exemple, suspensive de l'obtention d'un financement bancaire. Et là, il n'y aurait pas eu une vente en tant que telle entre parties, ou bien on aurait pu mettre que les 150 000 € sont à déterminer en fonction du résultat d'un audit. Là, il n'y aurait pas eu vente non plus, mais en tant que tel, ici, quand vous lisez ça, quand vous recevez une lettre d'intention libellée de telle manière, si le vendeur marque son accord en dessous du document ou renvoie un email en disant « Cher monsieur, j'accuse bonne réception de votre offre », et je marque mon accord sous le prix et sur la chose, et en tout cas sur le prix, et je marque mon accord pour vous vendre l'intégrité de mes actions. Il y a vente entre parties, et donc la société est vendue. En tout cas, les actions de la société sont vendues. Voilà, dans ce cas-là. Voilà pour l'exemple d'une lettre d'intention liante, en tout cas équivalente entre parties. Et voilà, et maintenant, je laisse la parole. Je vais... Voilà, Olivier, normalement. Arnaud, n'oublie pas de couper ton micro. Oui, je vais couper. Voilà, c'est fait. Parfait. À toi, Olivier. On te Parfait. laisse la parole. On entend le son. Voilà. Parfait. Bonjour à tous. Merci Arnaud pour cette première phase de présentation donc, des opérations de cession d'actions. Alors, donc, on poursuit le parcours. Une fois que les bases sont posées, en principe, on dispose de quelques éléments de sécurité pour pouvoir poursuivre les opérations et notamment s'inscrire dans cette phase intermédiaire qui est la phase d'audit, donc les opérations de due diligence, qui est une phase assez importante mais qui est parfois négligée en pratique. Et donc, il est bon d'y consacrer le temps nécessaire et le temps suffisant pour pouvoir voilà, découvrir tous les aspects de la société et mettre surtout en évidence voilà, les éventuels risques que l'on court lorsqu'on acquiert une société dont on ne connaît pas tous les aspects de prime abord. Par exception, on peut évidemment dans la pratique se limiter à des opérations de due diligence qui seraient voilà, moins importantes ou plus limitées dans certains cas, notamment on pense à l'hypothèse dans laquelle l'acquéreur en fait, connaîtrait déjà très bien la société à la base, dans la mesure où il serait dans la société depuis quelques années, que ce soit parce qu'il était éventuellement déjà actionnaire ou parce qu'il était déjà dirigeant de la société. Et donc, voilà, mon propos est de dire qu'effectivement, les opérations d'audit peuvent être plus ou moins importantes selon le cas. Alors, que regarde-t-on dans le cadre des opérations d'audit? C'est en vérité, c'est toute la société, tous les aspects de la société de manière générale. Ici, nous avons cité quelques éléments à titre exemplatif, mais évidemment, il y en aura encore bien d'autres. Et ça doit être effectivement révisé en fonction du cas d'espèce. Et dans certains cas, certains éléments que nous citons ici ne sont pas importants et il ne doit pas en être tenu compte voilà, en fonction de l'activité exercée par cette société. Alors, on peut penser dans le cadre de ces opérations d'audit à vérifier tout d'abord la structure de la société de manière générale, donc voir un peu dans quelles
contexte de groupe elle s'insère? A-t-elle des filiales éventuellement dont il faudrait se soucier? A-t-il un risque du point de vue de ces filiales, éventuellement si elle est tenue vis-à-vis de l'une ou de l'autre pour certains aspects? On vérifie évidemment tout ce qui concerne les questions de management et de contrôle de cette société. Donc, on va s'intéresser dans un premier temps, un premier réflexe, à vérifier ce que disent les statuts de la société, hein, bien lire, bien examiner quelles sont les conditions de vie de cette société. On vérifie les procès-verbaux des organes de gestion, hein, donc que sont l'organe d'administration, l'assemblée générale. On essaie de prendre connaissance des éventuelles conventions d'actionnaires qui pourraient avoir une incidence, que ce soit notamment dans le cadre, comme on l'a expliqué tout à l'heure, des éventuelles restrictions à l'accessibilité des actions. Donc de vérifier si on est face à des clauses d'inaliénabilité, si on est face à un droit de préemption ou ce genre de choses. On va également, dans le cadre de ces opérations d'audit, voir un peu quels sont les actifs de la société. Est-ce qu'elle possède des immeubles? Est-ce qu'elle a d'autres éléments, par exemple, plus incorporels, tels qu'éventuellement des droits de propriété intellectuelle, comme on le cite plus loin sur le slide, des brevets ou ce genre de choses. Un élément certainement des plus importants, c'est évidemment de vérifier la comptabilité, hein, vérifier la situation active et passive de la société, vérifier si, a priori, les comptes de la société représentent et ont une image fidèle par rapport à la situation de la société. Donc, on va se faire assister dans ce cadre-là par des experts comptables pour en savoir un peu plus. On examine également les aspects fiscaux, évidemment, en lien avec ces aspects comptables. Et un point aussi évidemment essentiel est de vérifier l'ensemble des contrats conclus par la société, ses engagements, et de vérifier si évidemment il n'y a pas de dette importante vis-à-vis des fournisseurs et ou de vérifier aussi quelles sont les conditions de travail des employés, même si, comme on l'a expliqué lors de l'introduction, a priori une convention de cession d'action implique un maintien des contrats en question, mais l'idée ici générale derrière tout ça, c'est évidemment de vérifier qu'on n'aura pas de surprise et qu'on est bien au courant de l'ensemble des conditions, des obligations qui sont imposées à la société dont on se propose d'acquérir les actions. Un dernier point éventuellement aussi dont il faut tenir compte, c'est évidemment l'existence de litiges éventuels qui pourraient avoir un impact plus ou moins significatif sur le passif de la société en cas de condamnation, dans le cas où elle serait dans une position de défendeur dans le cadre d'une action judiciaire. Alors, de manière générale, ces opérations d'audit, quand on y procède, un conseil sur lequel on peut attirer votre attention, c'est de conserver une liste des documents qui sont communiqués. Alors, ça peut paraître banal et on ne peut ne pas forcément y penser sur le moment même, mais ça peut avoir un intérêt, notamment en cas de litige ultérieur, pour bien démontrer quelles informations avaient été communiquées et pour pouvoir s'y référer en disant si vous aviez bien connaissance de ce document-là, il vous a bien été communiqué en date due. Et alors, parfois aussi, dans certains cas, on peut établir une liste de questions-réponses qui ont été communiquées avec l'acquéreur pour pouvoir garder une trace des éléments et des informations qui ont été donnés dans le cadre de cette phase pré-contractuelle. Olivier, j'ai une question. Donc, tu soulignais au début du sujet le côté variable du processus donc, de due diligence en fonction de l'importance de la société. La question ici, c'est combien de temps ça peut prendre, ce processus? Quelles sont les fourchettes? De nouveau, je pense que tout ça va dépendre évidemment de l'importance des opérations d'audit qu'on veut effectuer. Je crois que, a priori, pour une société de taille moyenne ou pas trop importante avec un audit relativement limité, je pense que comme il faut aussi une coordination avec différents intervenants juridiques ou comptables, etc., il faut compter, à mon avis, au minimum un petit mois, je crois, pour pouvoir y procéder. Même si ça peut être évidemment plus court lorsqu'on a déjà une bonne connaissance des différents éléments de la société et que toute la comptabilité est disponible. Voilà, tout ça, c'est vraiment en fonction de la disponibilité des informations aussi et du timing qu'on s'est accordé, de l'urgence éventuelle qu'on veut respecter ou non. Okay. Mais ça peut prendre davantage qu'un mois, évidemment, en fonction de la taille, vous pouvez imaginer. Et donc, les opérations d'audit, le but de tout ça, c'est évidemment de pouvoir s'aider à
à déterminer le prix de cession en tant que tel, parce que donc évidemment les risques qu'on va mettre en évidence dans le cadre de cette opération d'audit vont peut-être avoir une incidence et une influence sur le prix de cession que l'acquéreur souhaiterait mettre dans cette opération s'il voit qu'il y a des risques importants qu'il devrait ensuite récupérer et dont il devrait subir les conséquences. Et en lien avec ces risques, ça va être l'intérêt de cette opération d'audit, ça va être de pouvoir rédiger par la suite les fameuses clauses de déclaration et garantie dans la convention de cession proprement dite, sur lesquelles je reviendrai dans un instant. Alors, dans le cadre de cette opération de due diligence, il y avait évidemment des obligations réciproques, tant de la part du vendeur que de la part de l'acquéreur potentiel. Alors, du point de vue du vendeur, on est bien entendu dans le cadre d'une négociation précontractuelle, et donc la bonne foi va évidemment primer en l'espèce, et donc on peut penser à un devoir de loyauté et de transparence, donc de bien communiquer les informations à l'acquéreur potentiel, et ça en ayant à l'esprit le fait de se prémunir contre des recours éventuels et des litiges éventuels pour éviter que l'acquéreur par la suite invoque éventuellement un vice de consentement parce qu'il n'aurait pas eu connaissance de certains éléments, voire même éventuellement aller jusqu'à une intention dolosive pour essayer d'obtenir éventuellement l'annulation de la cession ou ce genre de choses. Du point de vue de l'acquéreur potentiel, évidemment, ça va de soi, il y en va de sa responsabilité de procéder à un audit le plus complet possible pour éviter le moins de surprises possible par la suite et découvrir tout cadavre qu'il y aurait éventuellement dans le placard. Alors, cette phase d'audit étant terminée, et si elle se déroule suivant les intentions respectives et si elle se déroule bien, on peut procéder alors par la suite à la négociation proprement dite de la convention de cession d'actions. Alors, on va ici distinguer et prendre en compte un peu les différentes clauses principales d'une convention de cession d'actions, même si celles-ci sont plus ou moins développées suivant le cas, évidemment. Les deux premières clauses de ce type de convention de cession d'actions sont tout d'abord déterminer l'objet de la cession en tant que tel. Donc, de la même manière que ce qu'on aura fait dans le cadre de la lettre d'intention, identifier l'objet, donc les actions qui sont cédées, leur nombre, leur pourcentage, éventuellement les identifier bien spécifiquement si on ne cède pas la totalité des actions de la société. Deuxième clause importante, évidemment, le prix de cession. Il faut bien déterminer quel sera le prix de la cession et les éventuelles modalités de paiement de celui-ci. Alors, pour ce qui concerne le prix de cession, quelques éléments peuvent être rappelés. C'est que le prix, soit on le fixe de manière déterminée, donc il est déterminé dans la convention, c'est un montant chiffré qui ne variera pas. Soit on ne fixe pas ce montant en tant que tel, mais le prix est en tout cas déterminable suivant des éléments objectifs que l'on précise dans la convention. Typiquement, on se réfère éventuellement à un résultat de la société sur base des comptes annuels qui devront être établis dans les prochaines semaines, et suivant un résultat à obtenir bien spécifique, on établit en fonction des circonstances les éléments pour pouvoir déterminer de manière certaine le prix. Ce prix peut donc être fixe ou variable. Alors, le côté variable du prix, on ne peut que conseiller de rester le plus simple possible dans le libellé de ce type de clause et de se référer à des critères objectifs. Alors, on aura notamment, on fixera un prix variable dans deux hypothèses bien spécifiques. C'est notamment dans le cas où on prévoit éventuellement une clause d'ajustement de prix avant qu'il y ait transfert de propriété des actions et paiement du prix. Donc, on se fixe une idée du prix et puis alors on prévoit une clause d'ajustement éventuelle. Voire éventuellement, après le transfert de propriété, on peut aussi prévoir des clauses qui donnent droit au vendeur à un complément de prix, comme je vais essayer de vous montrer un exemple juste maintenant. Voici donc par exemple un exemple d'une clause de prix variable qui peut paraître relativement longue, mais je vais essayer de la décrypter avec vous de manière la plus simple possible. Et donc ça s'appelle bien un earn-out. C'est vrai qu'on entend souvent parler de earn-out. Et les gens parfois se demandent ce que c'est. Bon, c'est exactement ce que tu vas expliquer. Mais voilà, c'est ça. Le terme parce que c'est vrai la notion de earn-out, c'est ce terme anglais pour spécifier le côté variable du prix et cet éventuel ajustement au prix complémentaire qu'on peut définir dans la convention. C'est un exemple parmi d'autres qu'on vous a formulé ici et qui est le suivant, donc qui est le fait de donner le droit au vendeur à un complément de prix.
on lui donne droit à un montant de 100 000 euros complémentaires par an. Et ce, sur base d'un critère objectif qui, vous verrez, est le suivant. On a tenu compte en fait du critère de la marge brute d'exploitation, qui est donc un critère qui pourrait être facilement déterminable sur la base des comptes annuels. On a précisé dans cette clause que le calcul de cette marge brute d'exploitation est, en fait, on prend en compte les comptes de classe 70 de la rubrique des comptes annuels et on déduit les comptes de classe 60 et on obtient ce montant de la marge brute d'exploitation. Et ce critère, pour obtenir et pouvoir prétendre à un montant complémentaire, est qu'il faut que cette marge brute d'exploitation soit située entre 1 million et 1,05 million euros dans le cas d'espèces. On a été encore plus loin dans cette clause-ci pour donner en fait un incitant aux vendeurs de pouvoir un peu promériter le montant complémentaire. C'est notamment dans l'hypothèse dans laquelle on peut imaginer que le vendeur resterait encore présent dans la société après avoir cédé ses actions pour donner une assistance ou voilà, contribuer encore à l'activité de la société d'une manière ou d'une autre, être impliqué dans cette société. Et donc, pour pouvoir promériter davantage de prix complémentaires, on essaie de l'inciter à s'investir dans la société. Et dans le cas où il ne s'investirait pas assez, il aurait droit évidemment à un montant inférieur à ce qui est prévu. Et donc, dans l'hypothèse où la marge brute d'exploitation serait inférieure à 1 million d'euros, on prévoit dans cette clause que le montant complémentaire auquel le vendeur aurait droit sera dans ce cas diminué de 1 euro par euro perdu dans ce calcul de la marge brute d'exploitation. Donc, je m'explique. Dans un exemple où on obtiendrait une marge brute d'exploitation, mettons, de 990 000 euros en l'espèce, on n'aboutit donc pas aux critères exposés au tout début de cet article de la marge brute d'exploitation qui soit située entre 1 million et 1,05 million. On a en réalité une diminution de 10 000 euros par rapport au seuil minimal de cette marge brute d'exploitation. Et dans ce cadre-là, donc, le montant de complémentaire de base sera lui aussi diminué. Il sera diminué donc de 10 000 euros, puisque on a 10 000 fois 1 euro perdu par rapport à cette marge brute d'exploitation. Dans l'hypothèse, pour avoir un incitant pour ce vendeur à encore continuer à collaborer avec l'acquéreur potentiel, dans l'hypothèse où on aurait une marge brute d'exploitation qui serait supérieure au seuil maximal fixé dans la convention, donc supérieur à 1,05 million euros, on pourrait fixer par exemple que le vendeur aura droit à un montant complémentaire de base de 0,50 euros par euro gagné dans le cadre de ce calcul de la marge brute d'exploitation. Et donc, vous m'avez suivi. Donc, si, à titre d'exemple, on a une marge brute d'exploitation qui aboutit à un chiffre de 1,60 million euros, donc on est 10 000 euros supérieur au montant maximal de la marge brute d'exploitation fixée dans la convention. Et dans ce cadre-là, on fixe 10 000 euros fois 0,50 cents pour calculer le montant complémentaire auquel aura droit le vendeur, et on lui donnera également un complément de 5 000 euros. Donc voilà, ça peut prendre des formes, se complexifier en fonction de l'imagination des rédacteurs de ce type de clause. On peut s'amuser, évidemment, à prévoir tout ça. Tout ça n'est pas fait dans tous les cas. On ne le fait qu'en fonction des cas pratiques et des volontés des uns et des autres. On ne peut jamais que recommander de faire des clauses les plus simples possibles pour éviter, évidemment, les litiges et les discussions éventuelles. Mais ce type de clause qui serait bien encadré et bien défini en ajoutant éventuellement un exemple auquel on pourrait se référer, voilà, il y a de souci à se faire. Il n'y a pas de discussion possible sur l'interprétation de ce type de clause fixée suivant des critères objectifs. Et ce genre de clause permet donc à l'acquéreur potentiel de s'assurer que le vendeur finalement croit en l'avenir de l'activité après la vente. Tout à fait. C'est un élément qui permet donc de rassurer l'acquéreur. Tout à fait. Voilà, c'est le but et c'est l'objectif dans lequel cette clause a été rédigée, effectivement. L'inverse est possible. Dans les deux cas, on peut prévoir un peu des clauses sur mesure. Voilà. Alors, pour poursuivre donc le canevas de la convention de cession en tant que telle, donc on a parlé de l'objet, on a parlé du prix de cession et des modalités de paiement. Une distinction importante dont on entend souvent parler, c'est la distinction entre signing et closing. Alors, c'est assez simple à comprendre. En fait, le signing, qu'est-ce que c'est? C'est la date de signature de la convention en tant que telle. Date de signature qui peut, dans certains cas, être différée, qui peut prévoir par contre, des modalités de paiement du prix différé et des modalités de transfert de propriété différées.
Hein, dans certains cas, on a la date de signature de la convention et la date de transfert de propriété et de paiement du prix qui ont lieu le même jour. Dans ce cas-là, on n'a pas de distinction entre signing et closing. Les deux sont réunis le même jour. Dans d'autres cas, on prévoit une date de signature de la convention pour bien définir le cadre et engager les parties sur la convention en tant que telle. On prévoit une série de conditions suspensives nécessaires pour aboutir au paiement du prix et au transfert de propriété en tant que tel. Donc, par exemple, l'obtention d'un financement bancaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Éventuellement, on s'est rendu compte dans le cadre de l'opération d'audit qu'il y avait des comptes courants qui devaient éventuellement être remboursés à la société. Donc, on prévoit une condition suspensive qui prévoit le remboursement de ces comptes courants. Et lorsque les conditions suspensives sont réalisées, seulement à ce moment-là, les parties se revoient et se réunissent à nouveau pour formaliser le closing en tant que tel, donc à savoir le transfert de propriété des actions et le paiement du prix convenu. Alors ensuite, dans cette convention de cession d'actions, on prévoit aussi donc en général toute une série de déclarations et garanties. Alors elles sont données pour la plupart par le vendeur, bien qu'il peut y avoir éventuellement aussi quelques garanties qui sont données par l'acquéreur, mais en règle générale, le souhait est évidemment de cadrer un peu les discussions en ce qui concerne les risques que l'acquéreur pourrait subir dans le cadre de ce rachat d'actions. Alors, les déclarations et garanties du cédant, le cédant en général déclare que certains faits sont exacts, typiquement qu'il a déposé les comptes annuels de la société dans les délais légaux, qu'il est bien propriétaire des actions qu'il prétend céder, qu'il a donc la capacité de conclure la convention. Et dans le cadre aussi de certains risques qu'on a mis en évidence dans le cadre de l'opération d'audit, qu'il accepte d'indemniser l'acquéreur dans le cas où le risque mis en évidence se matérialiserait, hein, dans le cas de la survenance de ces faits particuliers. Donc là, on fait de nouveau référence à tous les aspects de la société qu'on a évoqué tout à l'heure dans le cadre des opérations d'audit. Ces déclarations et garanties peuvent, et c'est souvent le cas, prévoir quelques limitations tout de même à l'avantage du vendeur. Donc on peut limiter les déclarations et garanties dans la durée, hein, de dire que l'acquéreur pourra faire appel aux déclarations et garanties pour obtenir une indemnisation, une réparation dans un certain délai après la date de signature de la convention, par exemple dans les 12 mois, 24 mois, voilà, tout ça peut être négocié contractuellement. Et on peut limiter aussi ces garanties au niveau de leur montant, hein, en fonction d'un seuil de matérialité, en dessous duquel le vendeur ne serait pas tenu, et au-delà duquel, au-dessus de ce seuil, le vendeur serait tenu d'indemniser l'acquéreur. Donc on peut prévoir donc soit un montant minimal, soit un montant maximal, soit les deux suivant le cas. Autre élément important dont il faut tenir compte, c'est qu'au-delà de ces exceptions, donc exception à l'exception, il y a parfois des déclarations et garanties spécifiques qui sont des risques jugés comme importants ou cruciaux aux yeux de l'acquéreur et qui, eux, échapperaient aux limitations précitées, hein, donc échapperaient à cette limitation de durée dans le temps et échapperaient à cette limitation de montant au-delà duquel le vendeur ne serait plus tenu d'indemniser l'acquéreur. Et voilà, pour donner un exemple complémentaire de déclaration et garantie, donc c'est par exemple confirmer qu'un permis d'urbanisme est valide et qu'il n'y a pas de litige par rapport à celui-ci dans le cas où la société serait en train de solliciter ce permis d'urbanisme. Alors, on a donné un exemple de plus ici dans le cadre de l'achat d'actions d'une société dans le secteur pharmaceutique, dans le cadre de laquelle on trouverait une clause de déclaration garantie qui serait libellée de la manière suivante, comme vous voyez sur la gauche de votre écran, dans laquelle donc le cédant déclare et garantit qu'aucune réclamation, enquête ou action en justice ou autre procédure n'a été introduite à ce jour. Donc c'est une clause de garantie qui porte sur l'absence de litige et de réclamation quelconque, donc au-delà d'un simple litige, même simplement d'une menace d'introduire un litige. On peut imaginer que dans les faits, la société avait été mise en demeure avant la cession de la convention et avant le transfert de propriété des actions. Elle avait été mise en demeure pour un problème de concurrence déloyale, pour un concurrent également du secteur pharmaceutique. La convention est conclue et postérieurement au transfert de propriété, le concurrent en question qui avait envoyé une mise en demeure, alors certes il n'y avait pas de litige en tant que tel, mais
postérieurement au transfert de propriété, le concurrent assigne la société en justice et réclame un montant relativement important de dédommagement. Dans ce cadre-là, en vertu de cette clause qui a été prévue préalablement, le cessionnaire pourra faire appel à la garantie et essayer d'en obtenir réparation ou indemnisation, ou en tout cas la participation du vendeur dans ce cadre-là. Autre exemple de déclaration et garantie qu'on peut prévoir éventuellement aussi, c'est les déclarations et garanties sur le droit de vote qui est lié, qui est afférent aux actions qui sont cédées. Et si par la suite le cessionnaire, donc l'acquéreur, se rend compte que pour une raison X ou Y, en prenant connaissance par exemple d'une convention d'actionnaire ou de statut qu'il n'aurait mal lu, finalement les actions qu'il a acquises sont dépourvues de droit de vote, il pourra faire appel à cette garantie pour autant que ça ait été prévu au préalable. Donc d'où l'importance de bien prendre le temps de libeller soigneusement la convention de cession pour penser à tous les aspects pour pouvoir limiter les risques par la suite. Voilà, on aboutit donc à cette convention de cession en tant que telle. Imaginons que la convention de cession est signée et qu'on a différé le moment de la signature et le moment du transfert de propriété des parts. On se retrouve ultérieurement, quelques semaines, voire quelques mois plus tard, pour procéder aux opérations de closing. Alors, en quoi consiste-t-elle ? En gros et schématiquement, on pense tout d'abord à la vérification de la réalisation des conditions suspensives qui ont été prévues dans le cadre de la convention de cession. Vérifier qu'on a obtenu le financement bancaire, qu'on n'a plus de compte courant dont la société pourrait obtenir remboursement. On procède au paiement du prix intégralement, ce qui va en général être la condition pour pouvoir matérialiser le transfert de propriété des actions. Ensuite, ce sont toutes des opérations relativement banales dans le cadre de la cession des actions. C'est qu'on procède à l'inscription de la cession dans le registre des actions pour bien matérialiser ce transfert et le dater. Le cas échéant, au moment du closing, on procède à la réitération des déclarations garanties. S'il y a eu un laps de temps plus ou moins étendu entre la signature de la convention et le closing, il pourrait y avoir un intérêt du point de vue de l'acquéreur de solliciter que le vendeur réitère les déclarations garanties. Et on s'accorde et on modalise la transmission en tant que telle, les documents de la société, dans le cas où elle n'aurait pas été, où les originaux n'auraient pas encore été transmis aux nouvelles acquéreurs. Alors, dans le cadre des opérations de closing, nous souhaitions attirer votre attention sur 2 points en particulier. Il y en aurait peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est ceux-là sur lesquels on souhaitait attirer votre attention aujourd'hui. C'est d'être bien attentif dans le cas où l'actionnaire en question qui cède ses actions aurait également une autre casquette, dans le cas où il serait également dirigeant administrateur de la société, ce à quoi on ne pense pas toujours, et qu'il quitte la société totalement. Il faut évidemment penser à effectuer les formalités de démission et de nomination des nouveaux administrateurs. Alors, on y procède très simplement par la convocation d'une assemblée générale extraordinaire qui va faire directement suite à la conclusion de la convention et en tout cas au transfert de propriété. Être attentif, point important dans le cadre de cette assemblée générale extraordinaire, à solliciter la décharge du point de vue de l'administrateur pour l'exercice de sa mission d'administrateur. Alors, cette décharge pourrait être soit accordée immédiatement lors de cette assemblée générale extraordinaire, soit on convient que l'acquéreur s'engage lors de la prochaine assemblée générale ordinaire, donc l'assemblée annuelle, à lui accorder la décharge. Et comme ça, on a bien inscrit ça dans la convention et le vendeur est rassuré sur ce point-là également. Alors, cette démission et ce renouvellement des administrateurs doit évidemment faire l'objet des dépôts au greffe et de la publication aux annexes du Moniteur belge pour bien en assurer l'opposabilité au tiers. Et dernière étape, donc, opérer les modifications des données enregistrées à la BCE pour que toutes les données soient mises à jour de ce point de vue-là également. Voilà, donc ça c'était un premier point important. Et alors, un deuxième point d'attention auquel on ne pense pas toujours quand on cède ses actions, c'est faire le point sur ce qui est intervenu dans le passé, notamment quand on a souscrit des crédits et des emprunts auprès d'établissements bancaires. Souvent, il y a quelques clauses dans ce type d'emprunt et de contrat de crédit auxquels les établissements bancaires ont pensé attentivement.
et qui est le fait que l'actionnaire en question a peut-être donné une sûreté personnelle pour les engagements de la société, une caution ou ce type de conditions. Il faut donc bien être attentif à antérieurement prendre contact avec la banque pour pouvoir obtenir la décharge de cette caution solidaire et éventuellement faire le nécessaire pour que le nouvel acquéreur reprenne cette caution et cet engagement personnel à sa charge pour éviter les surprises, comme nous l'évoquons donc sur ce dernier slide. Donc c'est l'erreur à ne pas commettre qu'on stipule ici dans le cadre de ce dernier slide. L'hypothèse dans laquelle on n'a pas pensé, avant de procéder aux opérations de closing, à solliciter la décharge et la main levée totale des sûretés qui avaient été accordées par le vendeur. On peut imaginer que les choses tournent mal, ça peut toujours arriver dans le cadre de la vie d'une société, et que la société tombe en faillite. Dans ce cadre-là, on se retrouve avec un créancier qui va essayer de tout faire pour récupérer tout ou partie du montant octroyé. Et donc, la banque va faire appel aux sûretés, caution personnelle en l'occurrence, et pourrait venir sonner à la porte du vendeur en lui expliquant qu'il est toujours bien tenu malgré la cession de ses actions. Hein, et donc, bien penser à obtenir la décharge préalablement. C'est un deuxième point d'attention sur lequel on souhaitait insister aujourd'hui. Voilà, nous avons terminé, je pense, les différents points que nous souhaitions aborder avec vous aujourd'hui. Merci à tous les deux, mais écoutez, on est sur l'heure, ça fait tout juste 1 heure qu'on a commencé, donc au niveau timing, ça tombe plutôt bien. Moi, je voulais simplement conclure en vous disant que si vous aviez encore des questions, eh bien, vous avez donc sur la slide actuelle l'occasion de voir nos coordonnées. N'hésitez pas à revenir vers nous. Comme je vous le disais, il y a une personne par province qui est là pour être votre personne de contact, pour vous accompagner dans vos démarches. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. C'est gratuit, confidentiel et neutre. Pour votre information, il y aura d'autres webinaires qui seront organisés par l'Asso Access. Vous recevrez aussi un email suite à votre inscription donc à ce webinaire avec le support que nous vous avons présenté aujourd'hui. Et sachez également que l'Asso Access organise la semaine de la transmission, donc, qui aura lieu du 9 au 20 novembre de cette année et qui est un événement qui regroupe un ensemble de webinaires ou d'événements en présentiel sur la thématique de la transmission d'entreprise. Et vous avez accès donc à l'agenda de tous ces événements via le site la semaine de la transmission .be ou via le site de l'Asso Access. Vous pourrez avoir facilement les informations. Voilà, Stéphanie, je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire et sinon, eh bien, je souhaiterais une bonne journée à tout le monde. Donc voilà, je pense qu'on a bien fait le tour, donc on va pouvoir conclure. Et je vois qu'il y a une personne en effet qui pose la question du support PowerPoint. Donc ça vous sera bien envoyé par email avec le replay vidéo de cette conférence. Et vous aurez également dans l'email les coordonnées spécifiques de Maître Maréchal et Maître Houet. Donc si vous avez des questions ultérieurement, vous aurez leurs coordonnées également. Comme l'a dit Arnaud, donc on remercie les orateurs, les deux orateurs donc spécialistes qui sont intervenus aujourd'hui. C'était fort intéressant et nous allons maintenant vous laisser profiter de votre temps de midi. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous recontacter de façon personnelle. Alors, une bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.